Bienvenue à mon podcast où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans chaque épisode, je décortique un sujet différent afin de vous aider à être plus informé. Dans cet épisode numéro 3, on parle de la deuxième des 8 étapes pour bien réussir l'achat de sa prochaine maison. Dans le premier épisode, j'ai donné un aperçu des 8 étapes. Et dans l'épisode précédent, numéro 2, j'ai parlé de la première étape qui était de connaître ses coûts. Cette étape-ci s'appelle définir ses besoins. Et le résultat de cette étape est de finir d'avoir une liste avec tous les critères de la propriété qu'on va rechercher à l'étape numéro 4. Et pour chacune des items sur cette liste, vous voulez définir lesquels sont négociables et non négociables. Fait que ça, c'est le résultat final de cette étape avant de bouger à la troisième étape. Maintenant, parlons un peu de l'objectif. Pourquoi vous avez besoin de cette liste-là? L'objectif principal est de vous aider à respecter le budget que vous aviez établi dans la première étape. Comme j'ai dit précédemment, l'étape numéro 1 et 2 sont des exercices logiques. Et on sait très bien que dans une transaction immobilière, spécialement quand on arrive pour acheter son prochain chez soi, il y a beaucoup d'émotions. C'est une transaction qui est très émotionnelle. Okay? Et on ne va jamais éliminer complètement l'aspect émotionnel dans la prise de décision. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut injecter un peu de logique afin de minimiser l'aspect émotionnel qui va vous aider à réduire les risques de regretter son achat dans 1, 2 ou 3 ans. Ça, c'est l'objectif ultime de l'étape 1 et 2. Okay? Comme j'ai dit, le résultat final de l'étape numéro 2 était de finir d'obtenir une liste que vous allez avoir rédigée avec tous les items, les critères que vous recherchez. Ces critères-là peuvent être avoir un étage, 2 étages, un coin spécifique, brique, pas brique, garage, pas de garage, rénové, pas rénové, peu importe. Cette liste va être propre à vous. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'est-ce qui devrait et qu'est-ce qui ne devrait pas être sur cette liste. Par contre, ce que vous décidez de mettre sur cette liste devrait être aligné à 100% avec vos objectifs à court, moyen et long terme. Donc, si vous n'êtes pas encore sûr de c'est quoi ces objectifs-là, assurez-vous de les avoir pour justement vous guider à travers cet exercice quand vous allez commencer à rédiger votre liste. Ce qui est aussi important à savoir, si jamais vous êtes en train d'acheter avec une autre personne, que ce soit votre femme, votre mari, votre conjoint, peu importe, assurez-vous de faire cet exercice avec cette personne-là et donc que cette personne soit alignée à ce que, 1, vous mettez sur cette liste et 2, comment vous définissez chaque item par rapport à s'ils sont négociables ou non négociables. Et quand on parle de négociables et non négociables, si je devais mettre ça en d'autres mots, c'est vos besoins versus ce que vous aimeriez avoir. Et c'est important de ne pas confondre les deux. Et pour un peu illustrer, des fois quand on confond ce qui est négociable et ce qui n'est pas non négociable, surtout quand on est des premiers acheteurs, je voudrais parler d'une étude qui a été publiée, je crois, en 2012. Et c'est une étude qui a été faite par une université en Californie. Et c'est une étude qui avait comme objectif d'étudier la vie familiale de 32 familles différentes pour une période de 4 ans. Et si je ne me trompe pas, les chercheurs ont comme catalogué tous les items que ces familles possédaient chez eux. Et avaient comme catalogué 20 000 photos sur une période de 4 ans, 1500 enregistrements de vie familiale. Bref, il y avait plusieurs données que ces chercheurs ont publiées. Et je crois qu'il y avait un article dans le Wall Street Journal quand cet article a été publié. Et comme j'ai dit, il y avait plusieurs données intéressantes qui ont été publiées avec cet article-là. Une des données, par exemple, mentionnait que 75% des garages des familles dans cette étude-là étaient remplis de choses, de trucs, peu importe,
des boîtes empilées une après l'autre. Puis je me rappelle quand j'avais lu ce passage-là, j'ai un peu ri parce que on n'avait pas vraiment besoin d'une étude pour nous démontrer ça, mais c'est intéressant de le lire. Parce que moi, j'ai un garage et on a plein de choses. J'ai plein de choses de mes enfants, de ma femme. On a plein de choses dans le garage. Puis tout le monde dans ma rue a un garage et je marche souvent mon chien, donc je vois souvent mes voisins et je vois souvent un peu l'intérieur, veut pas, des garages. Et il y a personne qui stationne sa voiture dans le garage. La plupart des garages sont remplis à craquer. Tu peux à peine marcher dans le garage. Et donc, la raison pourquoi j'amène ce sujet-là, c'est souvent les garages sont sur la liste des gens et c'est souvent identifié comme un must-have, un non négociable. Et donc, c'est intéressant de voir que même avec nos hivers canadiens, les gens ont tendance à ne pas stationner leur voiture dans leur garage. Souvent, les garages sont très étroits. Si vous avez des enfants, les enfants, surtout des jeunes enfants, ça rentre, ça sort des voitures comme des Vikings qui attaquent un village, ça frappe la porte dans un mur, et donc c'est rare que les gens stationnent leur voiture dans le garage, et donc c'était intéressant à lire. Par contre, la donnée que j'ai trouvée la plus intéressante dans cette étude-là, ils ont publié une image du plan d'un étage de la maison d'une des familles. Ils ont pris une des 32 familles et ils les ont suivies chez eux pendant quelques jours. Puis les chercheurs ont passé du temps chez eux, surtout dans l'après-midi et en soirée. Et chaque 10 minutes, les chercheurs enregistraient où se trouvait chacun des membres de la famille. Puis, ils ont fait ça, comme j'ai dit, pendant quelques jours. Et ce que les données ont montré, c'est que 70% du temps, c'était 68 environ, là, mais presque 70% du temps, les membres de la famille se trouvaient ou dans la cuisine ou dans le salon familial. Donc, la salle à manger ou le salon où on met les sofas exotiques que personne ne s'assied dessus seulement quand on a des invités était à peine utilisé. Right? 70% c'était dans la cuisine ou dans la salle familiale. Donc ça porte à réflexion parce que ces pièces-là qu'on n'utilise pas, on paye pour. Tu sais, les taux d'intérêt présentement sont 6-7%. On paye pour ces pièces-là, que vous l'utilisez ou que vous ne l'utilisez pas. Cet argent-là, ça pourrait être investi. Vous pouvez peut-être acheter plus petit et prendre cet argent puis l'investir puis acheter une autre propriété pour vous bâtir un patrimoine. Bref, j'amène ce point-là pour aider un peu la réflexion, pour que quand vous fassiez cet exercice-là de définir c'est quoi que vous recherchez et d'identifier qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est non négociable, de vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Et ça va vous aider, comme j'ai dit au début, d'éviter de regretter votre choix à long terme. Je vous laisse sur un passage d'un auteur que j'ai bien aimé qui s'appelle Morgan Housel, qui a écrit le livre The Psychology of Money, puis je vous traduis parce que je l'ai lu en anglais. Puis je trouve le passage illustre bien le sujet d'aujourd'hui par rapport à ce qui est des besoins puis ce qu'on voudrait avoir, puis de ne pas confondre les deux. Puis le passage mentionne, puis là je vous le traduis, ça dit « L'argent que vous mettez de côté, your savings en anglais, est le résultat de la différence entre vos revenus et votre ego. » Je répète, l'argent que vous mettez de côté est le résultat de la différence entre votre revenu et votre ego. Sur ce, je vous laisse. Merci et je vous vois dans le prochain épisode.